Pourquoi est-ce que depuis des millénaires, et vraisemblablement des centaines de millénaires, et peut-être même davantage, puisque les paléontologistes nous apprennent que le passé de l'espèce est beaucoup plus lointain que nous ne le pensions précédemment, pourquoi est-ce que les hommes ont consacré une telle part de leur temps à inventer et à se répéter et à écouter avec délectation des histoires qui n'ont ni queue ni tête? Vraisemblablement parce qu'elle leur fournissait un certain nombre, ici j'emploierai à nouveau un terme dont je me suis servi, des schèmes, des principes régulateurs, et en essayant justement de démonter les mythes comme on pourrait démonter des mécanismes d'horlogerie, de comprendre comment ils sont faits, on voit qu'il y a une ressemblance et une différence entre la pensée mythique et la pensée scientifique. La ressemblance, c'est que comme la science, les mythes cherchent à expliquer. La différence, c'est qu'au lieu de chercher à expliquer, si je puis dire, coup par coup, comme fait la science, qui recourt à certains types d'explications dans l'ordre physique, certains types d'explications dans l'ordre biologique, d'autres encore dans l'ordre psychologique et ainsi de suite, eh bien, le mythe est un type d'explication qui cherche à expliquer tout à la fois, qui cherche à dégager un schème d'articulation qui rendent compte de la totalité de l'expérience d'une société, depuis ses rapports avec le monde, et quand je veux dire le monde, c'est le ciel étoilé au-dessus de nous, et puis les plantes qui poussent, les animaux qui y vivent, le climat qui y règne, et ainsi de suite, et puis l'ordre social lui-même, tel que cette société le conçoit, tel qu'elle le vit et tel qu'elle l'a créé. Il est bien clair que ça n'est pas par un effort réfléchi que les mythes se construisent. D'abord, ce sont des œuvres collectives. Je ne veux pas dire par là qu'à un certain moment, à certaine époque, il n'y ait pas eu quelqu'un qui ait d'abord raconté une histoire, mais cette histoire n'est devenue un mythe qu'à force d'avoir été entendu, répété, réentendu et re-répété et ainsi de suite, et être devenu une création collective par toutes sortes d'ajouts, de suppressions qui se sont faits au cours des âges, et où par conséquent la pensée consciente n'intervient pas. Donc la mythologie était un domaine où, comme dans d'autres, mais peut-être mieux encore que dans d'autres, on pouvait essayer de saisir la pensée inconsciente dans son fonctionnement et dans ses opérations. J'ai été frappé que les mythes des Indiens d'Amérique du Sud, en tout cas des Bororo, qui m'ont fourni le premier mythe d'où toute l'analyse a démarré, que ces Indiens donc sont extrêmement sensibles à l'opposition que nous faisons en langage ethnologique entre la nature et la culture, mais que pour eux le passage d'un règne à l'autre règne n'était pas tellement défini comme nous pourrions le faire nous-mêmes, par l'invention des outils ou par l'apparition du langage, mais par le passage de la nourriture crue, qui est celle des animaux, à la nourriture cuite, qui est celle par excellence de l'humanité. Et c'est l'opposition fondamentale dont je suis parti, le fil conducteur qui m'a servi à essayer de comprendre les rapports qui pouvaient exister entre un certain nombre de mythes, mythes sur l'origine du feu de cuisine, où il est tout à fait clair qu'il s'agit en effet du passage de la nature à la culture par la conquête du feu, et des mythes qui semblaient tout à fait différents et n'avoir aucun rapport avec le précédent, puisqu'au lieu d'être question de feu, il était question d'eau, mais que l'on pouvait précisément interpréter de la même façon en faisant des images symétriques, comme vues dans un miroir ou à l'envers des mythes dont je parlais. Et c'est ainsi que, de proche en proche, j'ai essayé d'articuler
toute une partie du discours mythique des Indiens d'Amérique. Ça, c'était l'objet du premier volume, mais en même temps, il posait, cette analyse posait un certain nombre de problèmes, et dont l'un d'entre eux, peut-être le principal, était qu'il semblait y avoir dans les mythes certains problèmes qui se posaient avant même le cru, si je puis dire, et d'autres qui se posaient après le cuit, que l'opposition du cru et du cuit était une opposition trop simple, trop élémentaire, qu'il y avait du plus que cru, qu'il y avait du plus que cuit. Et ceci m'était imposé par la place que les mythes même que j'avais examinés faisaient à deux substances comme le miel sauvage et le tabac, qui m'ont donc obligé à envisager cette espèce de retour à l'état de nature que représente pour les Indiens sud-américains la collecte du miel sauvage pendant la saison sèche, la place particulière que le tabac fumé ou bu occupe dans leur rite et dans leurs croyances comme moyen de communiquer avec le monde spirituel, soit dans un cas une sorte de retour à la crudité et dans l'autre cas un passage au-delà de la catégorie du cuit puisque c'est au-delà de la catégorie de la culture. Ceci était le deuxième moment, mais qui lui-même posait des problèmes et je dirais volontiers des problèmes d'un autre ordre, puisqu'il se trouvait qu'au fur et à mesure que j'étendais ma prospection, que j'intégrais de nouveaux mythes à ceux que j'avais précédemment analysés, j'étais obligé non pas seulement de me poser de nouveaux problèmes, mais d'élargir le champ géographique de mon enquête et de faire progressivement appel à des mythes provenant d'Amérique du Nord, en plus de ceux provenant d'Amérique du Sud, ce qui, naturellement, m'obligeait à faire un certain nombre d'hypothèses d'ordre historique sur le peuplement de l'Amérique et les raisons pour lesquelles il était possible de considérer que les mythes des deux Amériques parlaient un langage commun et qu'un dialogue s'établissait entre eux. Mais cet élargissement géographique, puisque le troisième volume, l'origine des manières de table, passe d'Amérique du Sud en Amérique du Nord, à peu près au premier tiers, en même temps élargissait la problématique qui était celle à laquelle j'étais confronté dès le début. Et ces manières de table, qui sont un aspect de l'éducation générale, amenaient à leur tour à poser des problèmes plus vastes qui sont ceux du rapport entre l'humanité et la féminité dans ce grand problème général du passage à la nature, à la culture, où les femmes représentent justement dans la pensée des Indiens américains une catégorie de l'humanité plus proche de la nature et la partie masculine plus proche de la culture, et que le problème du passage de la nature à la culture se transforme donc en quelque sorte en un problème d'éducation des filles. C'était donc à la fois un élargissement géographique et un élargissement systématique, et bien entendu, il me restait une dernière étape à parcourir, c'est après m'être considérablement éloigné de mon point de départ, en m'en éloignant encore davantage, constater que j'étais revenu à celui dont j'étais parti. Car dans les versions nord-américaines, la conquête du feu, au lieu d'être le résultat d'une petite rencontre entre un enfant perdu et une bête sauvage des bois qui en était le propriétaire, devient l'enjeu d'une guerre cosmique entre les habitants de la Terre et les habitants du ciel. Et par là même, je pouvais démontrer que ça n'était pas à tort que j'avais, dès le départ, élargi un mythe, à peine un mythe, presque un conte, en apparence insignifiant, en lui donnant des proportions et une signification véritablement philosophique.
au départ, il m'avait semblé, ou du moins je n'avais prétendu qu'un rôle méthodologique, ça me suffisait. Mais au fur et à mesure que je progressais dans l'analyse, j'ai eu le sentiment de plus en plus aigu qu'il y avait une raison profonde pour d'ailleurs une cause qui m'apparaissait tout de suite, à savoir que ce n'était pas n'importe quelle forme musicale qui pouvait aider à interpréter les mythes, et probablement pas les formes musicales exotiques qui peuvent être celles des peuples mêmes qui racontent les mythes en question ou de peuples voisins, mais que c'étaient les formes musicales qui étaient apparues dans notre propre civilisation à une époque déterminée, vers le XVIe, XVIIe siècle, et qui ont régné sur la musique jusqu'au XIXe ou jusqu'au début du XXe. Et alors pourquoi? Et ce que j'ai essayé dans la conclusion, qui s'appelle finale d'ailleurs pour respecter la forme musicale qui préside à l'ensemble de l'ouvrage, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que vraisemblablement, il s'est passé dans notre propre société, dans notre propre civilisation, un très grand phénomène en ce qui concerne les rapports du mythe et de la musique, c'est qu'au moment où le mythe a perdu sa mainmise sur la pensée de l'homme moderne, au moment où est apparue la forme romanesque, et ça on peut le situer autour du XVIIe siècle, eh bien à ce moment-là, la musique a assumé, sans s'en rendre compte, les formes de la mythologie expirante. Et que si, au départ, j'étais allé chercher dans la musique des formes qui devaient me permettre d'interpréter les constructions mythiques, la raison en était que la musique elle-même était allée les chercher dans les mythes au moment où les mythes avaient perdu leur valeur, leur fonction de civilisation. C'est donc pour des raisons tout à fait profondes et auxquelles je tiens beaucoup que j'ai utilisé cette comparaison qui a été plus qu'une comparaison, qui a été une sorte de fil conducteur d'un bout à l'autre de l'ouvrage. Je dirais que les mythes m'apparaissent comme de très très beaux objets et qu'on ne se lasse pas de contempler, de manipuler et on ne se lasse pas non plus d'essayer de comprendre pourquoi on les trouve beaux. Et peut-être que si je me suis si longtemps attaché à l'étude des mythes, c'est avec l'espoir qu'en parvenant à démonter ces objets esthétiquement admirables, on pourrait contribuer d'une certaine manière à comprendre ce que c'est que le sentiment du beau et pourquoi nous avons l'impression, enfin, qu'un tableau, qu'un poème, qu'un paysage est beau. Il est vrai, enfin, qu'on a souvent accusé le structuralisme d'anti-humanisme. Je ne dirais pas que c'est totalement faux, je dirais que c'est seulement à moitié vrai, parce qu'au total, qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous reproche deux choses, l'une sur le plan épistémologique et l'autre sur le plan moral. Sur le plan épistémologique, on nous reproche d'adopter sur l'homme un point de vue qui n'est pas celui du philosophe et celui du philosophe, je dirais, pratiquant l'introspection sur lui-même, c'est-à-dire de chercher à adopter un autre point de vue que celui du sujet. Je considère qu'il est parfaitement légitime que dans quelque recherche que ce soit, on choisisse le point de vue qu'on estime être le plus efficace pour les résultats de sa recherche. Et si vous allez prélever une goutte d'eau dans la rivière qui est à côté de nous et que vous la regardez à l'œil nu, vous verrez un objet tout à fait réel, à savoir la goutte d'eau,
mais qui sera un objet complètement différent de celui qui vous apparaîtra si vous mettez votre goutte d'eau sous la tourelle d'un microscope et que vous opérez des grossissements successifs. Parce qu'alors, au lieu de voir la goutte d'eau, vous apercevrez des animalcules qui se promènent à l'intérieur de l'eau, et puis à la limite, si votre microscope est électronique, au lieu de voir les animalcules, vous verrez les molécules dont se compose et l'eau et le corps même de ces petites bêtes. Et puis si vous allez encore plus loin, vous pourrez voir des atomes. Enfin, on n'insiste pas. Eh bien, tous ces points de vue sont parfaitement légitimes. Il s'agit de savoir ce qu'on cherche et quel est le point de vue le grossissement qu'on doit adopter pour obtenir un résultat. Eh bien, nous choisissons un grossissement par rapport auquel, disons, la notion de sujet se dissout, s'efface, s'abolit. Nous étudions des mécanismes qui se passent à l'intérieur de la pensée, mais à l'intérieur d'une pensée qui déborde de tous les côtés ce petit secteur limité de pensée que le sujet croit lui-même appréhender. Donc là, je pense qu'on nous cherche une mauvaise querelle. Maintenant, il y a le point de vue moral qui s'inspire de considérations complètement différentes et qui, chez un ethnologue, ne peut pas lui être inspiré par le spectacle de la destruction monstrueuse, systématique des cultures différentes de la nôtre, auxquelles l'Occident s'est livré, peut-être depuis très longtemps, mais disons, pour simplifier, depuis l'époque de la découverte de l'Amérique et depuis les grandes découvertes et la colonisation jusqu'à nos jours. Et nous ne pouvons pas isoler la condamnation de cette destruction de société humaine de toutes sortes d'autres destructions auxquelles on a assisté en même temps et on assiste bien davantage aujourd'hui, destruction des espèces animales, destruction des espèces végétales et autres. Et tout ça au nom de quoi? Au nom d'un certain humanisme qui a été celui de la Renaissance et qui est resté le nôtre depuis, qui est un humanisme outrancier, un humanisme agressif par lequel l'homme se situe lui-même comme seigneur et maître de la création et tout le reste étant à sa disposition. Où est-ce que ça nous a conduit? Nous le voyons, ça nous a conduit à des grandes guerres d'extermination, ça nous a conduit aux camps de concentration, ça nous a conduit à l'extermination d'une partie de l'humanité par elle-même, et c'est cette partie même de l'humanité qui se considérait comme supérieure à tout le reste de l'humanité. Pourquoi? Parce que, me semble-t-il, l'humanisme classique a défini l'homme de façon beaucoup trop étroite. Il l'a défini comme être pensant au lieu de le définir comme être vivant. Il a placé beaucoup trop près de l'homme les frontières où s'arrêtait l'humanité elle-même, et par conséquent, il ne se trouvait même plus suffisamment protégé contre ses propres attaques, parce que le rempart était trop près de la place forte, si je puis dire, et il n'y avait plus les glacis protecteurs qui pouvaient le garantir. Monsieur Lévi-Strauss, 30 premières. C'est bien le domaine sur lequel, ayant le sentiment de m'être toujours trompé dans le passé, je m'abstiendrai soigneusement de faire des prévisions dans l'avenir. Mais enfin, je ne peux pas dire que je me sens particulièrement à mon aise dans le siècle où le hasard m'a fait naître, et que la manière dont il évolue ne me donne pas à penser que, sinon moi-même, mes descendants s'y sentiront davantage à leur aise que moi. Nous en avons déjà parlé à 2 ou 3 reprises. J'ai le sentiment qu'un monde qui tend à devenir surpeuplé, là même d'ailleurs où il ne l'est pas encore, parce que la densité même de la population se trouve démultiplié par l'accélération des moyens physiques de communication et des moyens intellectuels de communication. Enfin, fait que
nous avons tendance à devenir de plus en plus des consommateurs et des consommateurs boulimiques des richesses qui nous entourent, qu'il s'agisse des richesses concrètes de l'univers et que nous détruisons en les consommant, ou des richesses intellectuelles que nous absorbons avec une intensité, une rapidité beaucoup plus grande que nous ne parvenons à les renouveler. Enfin, il nous faut toujours un musée imaginaire, et le fait que l'expression soit née de notre temps est significatif, qu'il nous faille à chaque seconde avoir à notre disposition tout le capital intellectuel que l'humanité s'est trouvée avoir produit dans toute son étendue depuis son origine, et que ça nous suffise à peine pour nos besoins, me semble inquiétant pour un avenir qui, enfin dans la perspective où je me place, exigerait bien davantage cet équilibre entre, disons, la communication et la non-communication qui a été le caractère des grandes époques créatrices. Nous nous posons constamment le problème d'établir de meilleures communications entre les hommes, peut-être aussi une certaine surdité est-elle féconde du point de vue de la création véritable. Les grandes époques ont été celles où les hommes communiquaient suffisamment pour pouvoir se féconder réciproquement, et où en même temps la communication se trouvait freinée et ralentie de manière assez substantielle pour qu'ils puissent tirer pleinement profit des avantages de la communication proprement dite. Enfin, un monde où les lettres mettaient plusieurs semaines à se parvenir, bon, était un monde peut-être mieux équilibré que celui où nous vivons aujourd'hui. Mais cela, c'est tellement subjectif. Ça tient tellement à des raisons de tempérament, d'histoire personnelle, de caractère, que je crois que nous sommes tout à fait en dehors de ce qu'on peut demander à un homme de recherche de dire. Là, il retourne à la biographie, à l'autobiographie par laquelle nous avions commencé, et il s'écarte tout à fait des raisonnements plus solides qu'il essaye de faire, non pas du tout sur un avenir qu'il est incapable de prévoir, mais sur les matériaux beaucoup plus modestes sur lesquels il travaille et dont il essaye d'extraire quelques parcelles de vérité. Après 1972, le fondateur de l'anthropologie structurale a continué à appliquer sa méthode, toujours en ethnologie, mais aussi à l'art et à la littérature, analysant les grands maîtres qu'il ne cesse de célébrer, mettant au jour l'ordre secret qui gouverne leurs œuvres. Il publiera en particulier La Voix des masques, Le regard éloigné, La potière jalouse, De près et de loin, Histoire de lynx, Regarder, écouter, lire. Et dans un instant, cinéma russe. Dans la banlieue de Moscou, 3 amis ont une idée fixe, la prochaine boom, leur première boom. Un événement qui les changera définitivement.